Alors Luc Bartassa, merci de nous recevoir ici au Café de la Presse. Vous avez été aux plus hautes fonctions gouvernementales genevoises pendant 4 ans, de 2014 à 2018. Quel est désormais votre quotidien? Alors, mon quotidien depuis quelques mois, bien, c'est surtout de rendre pas simplement de service, entre autres. Alors ça va de l'entreprise, ça va au niveau culturel, ça va tout simplement au niveau des fois un petit peu conseil. Il y a des gens qui ont des petits embêtements, hein. Il n'y a pas simplement de gens qui cherchent du boulot, qui cherchent des appartements, qui ont des problèmes familiaux puis qui ne savent pas toujours où se diriger. Donc voilà, moi je suis dans une période où je rends pas simplement de service, puis en même temps, eh bien, j'ai d'autres projets aussi qui tournent autour de la première fonction, c'est-à-dire l'agriculture, la promotion des produits de terroir, et puis on va normalement se diriger un petit peu dans cette direction-là. Donc le pouvoir vous manque pas. Non, mais c'est pas une question de pouvoir qui manque ou qui manque pas. Voilà, il y a des ambiances, il y a des périodes de la vie. On voit maintenant, ben, les choses changent relativement vite. Mais on a heureusement d'autres aussi projets, d'autres occupations, des projets que j'avais avant de devenir conseiller d'État, et puis qui sont quelque part aussi des rêves qui restent à réaliser. Donc il faut rester positif et puis ouvert, même si il faut avouer qu'à partir d'un certain âge, en tout cas, c'est très difficile de retrouver du travail. Donc moi j'ai toujours été indépendant. Mon but c'est de retourner en tant qu'indépendant et j'ai quand même quelques bases qui me permettront peut-être de rebondir justement. Ouais. L'affaire Maudet a secoué la vie politique genevoise ces derniers mois. Que pensez-vous du fait qu'il s'accroche un peu au pouvoir? C'est difficile de s'exprimer sur cette affaire dite Maudet. Moi, j'ai toujours essayé de rester un petit peu en dehors au niveau médiatique de tout ce qui se passait. Il y a la présomption d'innocence, il y a des procédures pénales qui sont en cours. Alors c'est vrai que depuis, il est sorti quand même pas simplement de choses. Et c'est vrai que sans juger le personnage et tout ce qui se passe autour de l'affaire Maudet, c'est vrai que pour ma part, je pense que c'est une histoire qui va laisser beaucoup de traces au niveau politique, au niveau de l'image que donne la politique en général auprès de la population. On a bien vu, on a de moins en moins de gens qui se déplacent ou qui votent. Et ça, je pense que c'est un gros problème. Et je pense que c'est une histoire qui va laisser beaucoup de traces et c'est un petit peu dommage. Que pensez-vous de l'attitude de Pierre Rucci de la Tribune de Genève qui l'avait encensé dans un éditorial préélectoral et qui a un peu depuis changé son fusil d'épaule? On sait très bien qu'il y avait pas simplement de connivence, voire une très bonne entente entre M. Rucci et M. Maudet. C'est des gens qui travaillaient ensemble, comme tous les politiciens travaillent avec certains journalistes, toute certaine presse, parce qu'il faut aussi communiquer sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et je trouve un petit peu bizarre aujourd'hui que M. Rucci, après avoir encensé pendant des années M. Maudet, lui tombe un petit peu dessus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? M. Rucci a laissé entendre qu'il avait été trahi, donc voilà, après je ne veux pas juger les histoires de comportement, de personnalité, il prend ses responsabilités, M. Maudet prendra les siennes. En septembre 2018, les médias avaient révélé que vous soupçonniez Pierre Maudet de vous avoir mis sous écoute. Vous vous seriez même adressé à Guy Parmelin. Qu'est-ce qui avait éveillé vos soupçons à l'époque? Alors écoutez, tout est parti de M. Hedgers qui, lui, s'est plaint auprès du Conseil d'État à 2 reprises qu'il avait eu des soupçons à travers certains commentaires qu'on était venu lui faire parvenir sur des soi-disant écoutes téléphoniques. Et c'est vrai que suite à ces histoires qui ont quand même un petit peu ébranlé, je dirais, la confiance des uns et des autres, moi je m'étais permis d'avoir un certain contact avec M. Parmelin, qui était un ami à Berne, quand on était au Conseil national, pour lui demander conseil, plus que pour dénoncer quelque chose, parce qu'on n'avait aucune preuve. Et ça s'est avéré que pour avoir une enquête, il faut porter plainte contre X. Et c'était savoir de comment on allait pouvoir, je dirais, avoir la transparence sur ces soi-disant rumeurs. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai dénoncé la chose, c'est mon collègue M. Hedgers. D'où il avait ses sources, j'ai jamais pu le savoir personnellement. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on fasse la lumière sur cette histoire, qui était un petit peu le début de toutes les histoires qu'on voit aujourd'hui. On sait que, je crois que c'était la France qui avait aussi un petit peu, qui s'était manifesté auprès de la Confédération. C'était dans le cadre de tout ce qui avait concerné les bagagistes à Genève.
c'est une affaire qui a aussi défrayé la chronique. Et je pense que c'est autour de ça qu'il y a eu ces fameuses rumeurs. Mais je pense que ces rumeurs n'avaient pas été lancées de manière innocente. Le but c'était qu'on s'en plaigne suffisamment fort pour que, je dirais, les affaires Maudet commencent à sortir. On était dans un collège. Moi personnellement, j'étais pas intervenu dans les médias. On m'avait dit, il paraît que vous avez appelé M. Parnola. J'ai simplement dit, oui c'est vrai, parce qu'on cherchait une solution pour faire la transparence sur cette histoire. En aucun cas, je me suis senti ou j'ai suspecté M. Maudet d'avoir été écouté. La députée verte Lisa Mazzone cherche à succéder à Robert Kramer au Conseil des États. Vous qui aviez croisé le fer avec elle lors d'une émission radio, que pensez-vous de sa candidature? Bon, écoutez, elle est jeune, elle est dynamique, elle a aussi un petit peu d'ambition, ce qui est normal en politique. Et je pense que, eh bien, elle a tout intérêt, en tout cas dans sa position, à voir les choses de manière un petit peu plus grande. Moi, le côté, je dirais, un petit peu négatif de l'histoire, c'est qu'on se rend bien compte que quand on est au Conseil des États, c'est pour défendre la position du canton, pour défendre le canton de Genève. Et aujourd'hui, elle a une étiquette verte, mais elle est plutôt, aujourd'hui, les Verts ne sont pas forcément des gens proches de l'écologie, mais plutôt de l'extrême gauche. D'ailleurs, d'autres éditoriaux dans la presse l'ont souligné. Vous voulez dire qu'elle défend plutôt des valeurs sociétales, les droits LGBT Chacun a ses convictions, chacun défend ce qu'il a envie de défendre, mais aujourd'hui elle est qualifiée d'être à l'extrême gauche de la gauche au Parlement. Et puis on a bien vu ses positions concernant toutes les discussions qu'on avait autour des fonds de la Confédération, par exemple pour faire la traversée du lac. Et bien au lendemain de la votation à Genève pour la traversée du lac, sur le principe d'une traversée du lac, elle avait dit depuis Berne qu'elle ne se sentait pas du tout concernée par ce résultat-là. Donc quelqu'un qui représentait son canton et sa population et qui ne respecte pas le choix de la population, ça m'interpelle un petit peu. D'accord. Et enfin, que vous inspire le mouvement des Gilets jaunes en France? Alors moi, ça m'inspire, je dirais, quelque chose qui m'étonne à peine, parce qu'on se rend bien compte que notre société a un tournant extraordinaire. On est vraiment dans une époque charnière, et si notre système ne change pas, eh bien, ça va nous péter, je dirais, un petit peu à la figure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que du côté français, vivre avec moins de 1100 € par mois, c'est quasiment impossible. C'est des gens, on dit, de la classe moyenne, qui travaillent matin et soir, qui ont des familles, qui essaient de tenir le coup, je dirais, au niveau du respect, au niveau de la tolérance. Et aujourd'hui, ces gens-là, tout simplement, ils n'arrivent pas à se maintenir la tête au-dessus de l'eau. Et je peux comprendre, en tout cas, le mouvement Gilets jaunes, je le soutiens, je dirais même quelque part. Et par contre, c'est toutes les violences qui en sont issues. Aujourd'hui, j'ai encore vu une émission où on accuse même des policiers de se mettre en civil. On voit bien que ce mouvement qui est parti un petit peu de la base est presque quelque part incontrôlable. Toute la violence qui se gère au niveau de tout ça, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou des casseurs, eh bien on est, je dirais, à la veille presque d'une ambiance un petit peu de guerre civile, et ça c'est très inquiétant. Et c'est vrai que sans critiquer le président Macron, eh bien je pense qu'il faudra prendre des résolutions pour que ce système y change, pour que ce système y redistribue un petit peu mieux du bas jusqu'en haut de l'échelle. Et puis je pense que les grands patrons ont aussi une responsabilité là-dedans, de ne pas sous-payer. On a vu encore aujourd'hui avec l'affaire Ikea, qui vont engager en France des gens pour venir travailler sur Suisse à des salaires de 1 600 €, l'équivalent de 1 600 €. C'est totalement inadmissible qu'on procède de cette manière-là. Et comme on appelle un petit peu aussi Ikea, qui a sa couleur jaune, j'espère qu'avec 1 600 € par mois, ils fournissent le gilet, parce que ça va mal finir. Merci. Merci.